Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le résumé complet et approfondi de Plus belle la vie, encore plus belle, épisode 504, un épisode charnière, dense, étouffant, où chaque scène semble chargée d'un poids invisible, et où la vérité avance masquée, dangereuse, prête à exploser à tout instant. À Marseille, plus rien n'est sous contrôle. La traque est lancée, mais ce n'est pas seulement celle d'un homme en fuite. C'est la chasse à une illusion. Celle d'un uniforme respectable, d'une autorité qui se fissure, d'un système qui révèle soudain ses failles les plus sombres. Hubert Joseph n'est plus simplement un suspect, il est devenu une menace, un spectre qui plane sur toute la ville, et dont l'ombre continue de s'étendre, même lorsqu'il semble acculé. Face à lui, Idriss avance sur une ligne de crête. Fatigué, tendu, rongé par des mois de manipulation et de mensonges, il sait que cette affaire dépasse largement une simple arrestation. Car arrêter un homme ne suffit pas toujours à faire tomber la vérité. Et dans cet épisode, chaque mot prononcé, chaque silence imposé, chaque regard échangé dans une salle d'interrogatoire peut faire basculer l'enquête ou l'enterrer à jamais. Pendant que la police resserre l'étau, d'autres vies sont prises dans cette onde de choc. Certains tentent de se protéger, d'autres de reprendre une existence normale, comme si le danger pouvait rester à distance. Mais au Mistral comme ailleurs, les tensions s'accumulent, les rancœurs refont surface, et les relations les plus fragiles commencent à se fissurer. Une jalousie mal contenue, une suspicion qui s'installe, un malaise diffus qui grandit, rien n'est anodin, et surtout pas ce qui semble l'être. Et puis il y a ces moments où tout bascule sans prévenir. Une rencontre qui devait être banale. Un instant suspendu. Et soudain, la peur. Brutale. Irrationnelle. Rappelant que, dans Plus belle la vie, le danger ne se manifeste pas toujours là où on l'attend, et qu'il suffit parfois de quelques secondes pour faire voler en éclats un fragile équilibre. L'épisode 504 n'apporte pas toutes les réponses. Au contraire. Il pose des questions plus dérangeantes encore. Jusqu'où peut-on aller pour se protéger ? Où commence réellement la culpabilité ? Et surtout, quand tout semble enfin se calmer, peut-on vraiment croire que le pire est derrière nous ? Installez-vous, prenez le temps. Car aujourd'hui, dans Plus belle la vie, encore plus belle, rien n'est simple, rien n'est totalement réglé, et chaque silence pourrait bien annoncer la prochaine tempête. Voici le résumé complet de l'épisode 504. La traque est lancée dans tout Marseille. Idriss quitte le commissariat d'un pas rapide, le téléphone collé à l'oreille. Son visage est fermé, tiré par la fatigue et la colère accumulée. Depuis des heures, l'attente ronge les nerfs. Toujours rien sur les caméras de la rocade ? Négatif, capitaine. Il a quitté le périmètre avant la mise en place des barrages. Idriss s'arrête net. Il serre les poings, le regard durci par l'impuissance. Bordel, il nous a encore filé entre les doigts. Autour de lui, la tension est palpable. Les équipes sont mobilisées, les contrôles se multiplient au point stratégique, mais Hubert Joseph reste introuvable. Désormais en fuite, il est devenu l'homme le plus recherché de Marseille. Depuis plus de 12 heures, il n'a laissé derrière lui que des zones d'ombre et une menace persistante. Pendant ce temps, à l'écart de cette agitation, Luna et Martin sont raccompagnés à leur domicile sous protection policière. Un agent en civil prend position devant l'immeuble, discret mais attentif. La prudence reste de mise. Luna tente de rassurer Martin, consciente de son angoisse. C'est fini maintenant. Il ne peut plus t'atteindre. Mais Martin, pâle, reste tendu. Son regard trahit une peur qui refuse de s'éteindre. Tu ne le connais pas, il trouve toujours un moyen. Ces mots résonnent comme un pressentiment. Même loin, même traqué, Hubert Joseph continue de hanter les esprits. De son côté, Hubert joue sa dernière carte. Acculé, il a trouvé un moyen de quitter Marseille sans attirer l'attention. Un chauffeur polonais accepte de l'emmener hors du territoire en échange d'une forte somme d'argent. Les règles sont claires, éviter les axes rapides, rester discret, ne poser aucune question. À la nuit tombée, le plan se met en place. Sur le port de Marseille, le vent est froid. Hubert Joseph grimpe à l'arrière d'un vieux camion de livraison. Il soulève une bâche sale, se glisse dessous avec précaution et retient son souffle.
Chaque bruit le fait sursauter. La peur est là, tapis, bien réelle. Démarre vite. Personne ne doit nous voir, murmure-t-il d'une voix basse mais pressante. Le chauffeur referme la porte, le moteur démarre. Le camion s'éloigne lentement du quai, avalé par l'obscurité. Pour Hubert, la fuite semble enfin à portée de main. Mais à l'avant du véhicule, le chauffeur, visiblement nerveux, sort discrètement son téléphone. À l'abri des regards, il compose un numéro. Allô, la police ? J'ai l'homme que vous cherchez. Il est caché dans mon camion. Sans le savoir, Hubert Joseph vient de tomber dans son propre piège. Quelques minutes plus tard, le piège se referme. Au bout de la route, des gyrophares percent soudain l'obscurité. Le camion ralentit, puis s'immobilise dans un crissement sec. La nuit est brutalement figée par les ordres hurlés. Police! Coupez le moteur. Main en l'air. La voix d'Idriss claque, ferme, sans hésitation. À l'intérieur du camion, le silence devient oppressant. Stanislas contourne le véhicule et grimpe à l'arrière. D'un geste net, il arrache la bâche. Hubert Joseph surgit dans un réflexe de fuite, mais n'a pas le temps d'aller plus loin. Idriss le plaque aussitôt contre la tôle froide. C'est fini, commandant. Cette fois, tu ne t'échapperas plus. Menotté, Hubert baisse la tête. Son souffle est court. L'homme sûr de lui a disparu, laissant place à un fugitif rattrapé par ses propres choix. Quelques heures plus tard, au commissariat, l'interrogatoire débute. Face à Hubert Joseph, Idriss prend le temps de s'asseoir. Il l'observe longuement, sans un mot, laissant le silence s'installer. Puis, d'une voix maîtrisée, il pose la question que tout le monde attend. Pourquoi, Hubert ? Jusqu'où tu étais prêt à aller pour te protéger ? Hubert relève lentement la tête. Son regard est vide, détaché. Quand il parle enfin, sa voix est calme, presque mécanique. Slimani est devenu un problème. Il avait compris que certaines choses allaient trop loin. Idriss serre les poings, mais se retient d'interrompre. Et les cousins, reprend-il. Ceux de Massalia. Hubert soutient son regard, sans détour. Il y a des conséquences, quand on met le nez là où il ne faut pas. Un silence lourd tombe dans la pièce, chargé d'une violence sourde. Puis Hubert ajoute, toujours sans la moindre émotion. Quant à Nino, il n'était plus fiable. Il aurait fini par parler. Il marque une pause, comme s'il parlait d'un détail insignifiant. Il n'aurait pas tenu longtemps. Idriss se lève brusquement, écœuré. Tu n'étais pas un flic. Tu n'étais qu'un homme qui se cachait derrière un uniforme. Stanislas, resté en retrait, intervient à voix basse. Les faits sont là. Le réseau est démantelé. Mais certaines zones restent encore floues. Hubert esquisse alors un léger sourire, à peine perceptible. Vous croyez vraiment que tout s'arrête ici ? Il ne développe pas. Il n'en a pas besoin. La phrase suffit à faire planer le doute, sans rien affirmer. L'interrogatoire se poursuit dans une atmosphère étouffante. Idriss s'avance de nouveau, plus proche cette fois. Son regard ne quitte pas celui d'Hubert. Dis-moi une chose, si Martin avait été au mauvais endroit, au mauvais moment, il aurait survécu ? Le temps semble suspendu. Hubert baisse légèrement la tête, fixe ses poignets entravés. Un sourire glacé traverse son visage. Mais aucun mot ne sort. Un silence lourd. Définitif. Idriss frappe du poing sur la table, incapable de masquer son dégoût. Tu ne mérites même pas de porter cet uniforme. Il quitte la salle sans se retourner. Stanislas reste seul face à Hubert Joseph, figé devant cet homme désormais déchu, qui, malgré les preuves et les aveux, conserve encore une façade de contrôle. Pendant ce temps, loin du commissariat, la vie tente de reprendre un cours presque normal. Noémie s'installe au volant pour sa première leçon de conduite avec Eddie, son nouveau moniteur. Les gestes sont hésitants, la concentration maximale. Elle cale presque au démarrage, rétrograde trop tôt, inspire profondément pour ne pas perdre ses moyens. Eddie parle calmement, cherchant à la rassurer, à l'ancrer dans l'instant. Tout semble se dérouler sans accroc.
Jusqu'à ce qu'une portière claque, juste à côté. Dans la voiture voisine, Théo descend brusquement. En reconnaissant Noémie, son visage se ferme aussitôt. Non mais c'est une blague ? Noémie reste un instant interdite, puis tente de garder une attitude neutre. Quoi, t'es pas le seul à vouloir ton permis. Théo laisse échapper un rire nerveux. Tu pouvais pas choisir une autre auto-école ? Je te jure, t'es partout. L'atmosphère se tend. Eddie, mal à l'aise, intervient pour désamorcer. Bon, on se concentre sur la route. Les émotions, on les laisse sur le trottoir. Théo s'éloigne sans répondre, visiblement agacé. Noémie esquisse un sourire discret, partagé entre amusement et lassitude. Une chose est certaine, leur trajectoire continue de se croiser, et cette proximité forcée ne fait qu'alimenter les tensions déjà présentes. Un peu plus tard, au Mistral, Théo rumine encore. Installé en terrasse, il laisse exploser sa colère face à Vadim. Je te le dis, mec, Noémie n'est pas fiable. Vadim le regarde, surpris par la virulence de ses propos. Tu vas loin. Elle t'a rien fait. Rien fait, réplique Théo, de plus en plus tendu. Elle m'a volé mon sujet de mémoire. Des mois que je bossais dessus et elle débarque avec exactement le même thème, la même approche. Comme par hasard. Vadim soupire, visiblement lassé par cette obsession. Ou alors t'encaisse juste mal qu'elle avance. Théo se lève brusquement, déterminé. Fais comme tu veux. Mais moi, je te préviens. Tu devrais la larguer. Elle t'attirera que des problèmes. Vadim ne répond pas. Il reste silencieux, pensif. Le doute, jusque-là absent, commence à s'installer. Au commissariat, l'enquête autour d'Hubert Joseph continue d'avancer, plus lentement. Stanislas épluche les rapports, concentré. Pour l'instant, rien d'irréfutable. Pas de témoins directs, pas d'images exploitables. Idriss fait les 100 pas, visiblement sous tension. Il nous a manipulés pendant des mois et maintenant, il pourrait s'en sortir faute de preuves ? La porte s'ouvre. Ariane entre, un dossier à la main. Son expression suffit à faire taire la pièce. L'appoint a terminé ses analyses. La balle retrouvée sur Slimani provient bien de l'arme de service d'Hubert Joseph. Le silence s'abat aussitôt. Idriss ferme les yeux un instant, comme frappé de plein fouet par cette confirmation. Il a tiré sur un collègue sans hésiter. Stanislas acquiesce lentement. Il n'a jamais montré le moindre regret. Juste une façade. Dans la salle d'interrogatoire, Hubert Joseph reste seul, immobile. Son regard est fixé sur le mur, absent, fermé. L'homme sous l'uniforme est désormais exposé, et ce silence en dit parfois plus que n'importe quel aveu. Alors que la nuit commence à envelopper la ville, Vadim s'installe seul devant son ordinateur. L'échange avec Théo continue de le hanter. Par simple curiosité, presque machinalement, il tape le nom de Noémie dans un moteur de recherche. Il parcourt les réseaux sociaux, multiplie les recherches, tente de retrouver d'anciens profils, des photos, la moindre trace d'une vie numérique. Mais les pages restent vides. Rien n'apparaît. Pas une image. Pas un commentaire. Pas un indice. Cette absence le déstabilise. Noémie semble invisible en ligne, comme si elle avait toujours veillé à ne rien laisser derrière elle. Vadim referme son ordinateur, troublé par ce silence numérique qui contraste avec l'image qu'il connaît d'elle. Quelques heures plus tard, l'atmosphère change. Blanche a donné rendez-vous à Noémie et Vadim pour le shooting du concours, le baiser à la Doisneau. Le décor est simple et apaisant, une forêt calme, baignée par une lumière hivernale douce et dorée. Blanche guide les placements avec précision, ajuste les postures, cherche l'équilibre entre distance et proximité. Noémie et Vadim se prêtent à l'exercice, d'abord maladroits, puis progressivement plus à l'aise sous son regard attentif. Le moment semble suspendu, presque hors du temps. Mais sur le chemin du retour, la quiétude vole brutalement en éclats. Un bruit soudain derrière eux. Des pas rapides. Une présence qui surgit sans prévenir. Un homme leur fonce dessus et agrippe violemment le sac de Noémie. Elle résiste instinctivement, s'accroche,
se débat de toutes ses forces. La lutte est brève, chaotique. L'agresseur parvient à arracher le sac et disparaît aussitôt entre les arbres, sans un mot, sans se retourner. Noémie reste figée, le souffle court. Ses mains tremblent. Vadim accourt vers elle et la prend dans ses bras. « Ça va ? Tu n'as rien ?» Elle secoue lentement la tête, encore sous le choc. « Non, juste peur. J'ai vraiment eu peur. » Le silence retombe, lourd, chargé d'émotions. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, l'ambiance est bien différente. Lucie arrive en plein après-midi, le sourire aux lèvres, et retrouve Luna et Martin. La discussion est légère, presque insouciante, jusqu'à ce que Martin prenne la parole. « J'ai décidé de rester à Marseille. » Luna le regarde, émue par cette annonce inattendue. « Tu es sûre de toi ? » ?»« Oui. J'ai envie de repartir sur de bonnes bases. » Lucie réagit aussitôt, enthousiaste. « Alors ça tombe bien. Je peux t'aider à rattraper les cours. Je suis imbattable en révision express. » Luna observe les deux adolescents échanger quelques plaisanteries. Un sentiment d'apaisement semble enfin s'installer, comme une respiration après la tempête. Mais ailleurs, l'agression de Noémie laisse derrière elle un malaise persistant. Un événement brutal, encore sans réponse, qui vient rappeler que, même lorsque tout paraît se calmer, certaines zones d'ombre continuent de planer sur le Mistral. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 504 de Plus belle la vie, encore plus belle. Un épisode qui ne se contente pas de refermer une traque ou d'aligner des aveux, mais qui laisse derrière lui un malaise profond, presque silencieux, comme une empreinte que rien ne parvient à effacer. Car si Hubert Joseph est désormais sous les verrous, rien n'indique que tout soit réellement terminé. Ces mots, volontairement flous, ces silences calculés, son regard encore sur de lui laisse planer une inquiétude persistante. Comme si cette affaire n'était pas seulement celle d'un homme corrompu, mais le symptôme d'un système plus vaste, plus trouble, dont certaines ramifications restent encore dissimulées dans l'ombre. Pour Idriss, la victoire a un goût amer. Attraper un coupable ne suffit pas toujours à réparer ce qui a été brisé. La confiance est entamée, les certitudes ébranlées, et certaines questions continueront de le hanter bien au-delà de cette salle d'interrogatoire. Quant à Stanislas et Ariane, ils le savent, les preuves existent, mais la vérité, elle, reste partielle, fragmentée, inconfortable. Pendant ce temps, au Mistral et dans les rues de Marseille, la vie tente de reprendre son cours. Mais sous cette apparente normalité, les tensions demeurent. Les rancœurs s'installent, les doutes grandissent, et certains événements récents rappellent brutalement que le danger peut surgir là où on l'attend le moins. Une agression, une jalousie mal contenue, un passé qui refuse de rester enfoui, rien n'est vraiment apaisé. Cet épisode laisse donc une impression claire, la chute d'un homme n'efface pas les conséquences de ses actes. Les blessures sont là, visibles ou invisibles, et les prochaines décisions pourraient bien faire basculer d'autres destins. À Marseille, le calme n'est jamais qu'une illusion passagère. Si ce résumé vous a aidé à mieux comprendre les enjeux de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et surtout, restez attentifs car dans Plus belle la vie, encore plus belle, ce qui semble terminer aujourd'hui peut très vite devenir le point de départ d'un nouveau chaos.